là, dans la salle, qui a déjà fait du code? Et qui a déjà fait du no-code? Ah, un petit peu quand même. Je me suis dit, genre, les gens, ils vont venir, ils vont voir no-code, ils vont se dire, on se fout de ma gueule, je viens à Strasbourg JS, c'est pas pour entendre parler de no-code. Bon, alors je me présente, je m'appelle Hugo, et je suis développeur d'une plateforme de visual scripting. C'est une façon stylée de dire no-code, genre pour pas trop dire no-code. Et, euh, et je vais vous présenter un petit peu tout ça, mais en fait, je vais vous présenter ça de manière un petit peu genre. On va commencer un petit peu par des trucs simples et on va finir par des trucs un peu plus compliqués. Je sais que les devs, ils aiment bien les trucs compliqués. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'au début, je vais vous montrer un petit peu d'où ça vient le no-code, pourquoi est-ce que c'est un peu intéressant. Et ensuite, je vais vous parler de comment j'ai développé ma plateforme de visual scripting. Et à la fin, on parlera de trucs un peu techniques, un peu sexy. Chapitre 1. D'où vient le no-code et pourquoi c'est pas tant de la merde que ça. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Roller Coaster Tycoon ici, hein? C'est des gens bien, ça. Ok, c'est un jeu qui est pareil quand j'étais petit et franchement c'est incroyable. Genre, en fait, tu crées un parc d'attractions, tu fais des montagnes russes, c'est trop bien. Et ce jeu, il est quoi? Tu vends des parapluies quand il pleut. Qui est Tu vends les parapluies quand il pleut. exactement. Et franchement, c'est incroyable. Tu mets plein de boutiques de parapluies, les gens ils ont parapluies partout. Et tu les mets genre à 15 balles, mais les gens ils ont pas le choix, tu vois, genre il pleut. Pas mal. Et il y a une spécificité à ce jeu, à part le fait qu'il est vraiment bien, c'est que le mec qui l'a codé, il l'a codé en assembleur. Et je sais pas si c'est vraiment ce type d'assembleur-là, j'avoue, je sais pas lire l'assembleur, mais il a tout codé en assembleur et c'est un des derniers jeux, probablement le dernier jeu qui a été fait entièrement comme ça. Euh, donc voilà, ma petite intro sur Roller Coaster Tycoon. Restez un petit peu, gardez ça en tête. Je vous présente Fortnite, peut-être vous avez déjà entendu parler. C'est un truc des jeunes, enfin bref, ils aiment bien. Et alors, Fortnite, pour le coup, ça a été développé avec les blueprints. C'est-à-dire qu'en fait, Epic Games, la boîte qui a développé Fortnite, a aussi développé un moteur de jeu qui s'appelle l'Unreal Engine, qui est dans plein de jeux. Et un des systèmes qu'ils ont développé, c'est le système de blueprint. En fait, c'est des boîtes qu'on relie un peu entre elles pour faire la logique. Et en fait, ça permet de développer hyper rapidement. Ça permet aussi de donner à des game designers qui ne savent pas forcément hyper bien coder un peu les clés pour modifier le gameplay et voir un petit peu ce que ça donne. Et alors, à votre avis, quel est le meilleur jeu entre Fortnite et Roller Coaster Tycoon? De toute évidence. Preuve que ça ne dépend pas de la techno pour faire des jeux bien. Mais bon, les techniques ont un peu évolué. Et en fait, je vous ai menti. À votre avis, est-ce que Fortnite a vraiment été développé avec les blueprints? Si, ils ont vraiment développé ça avec les blueprints. Maintenant, est-ce que Fortnite est vraiment développé avec les blueprints? Petite différence. Non. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a longtemps, quand ils ont commencé, ils ont développé le jeu avec les blueprints pour aller beaucoup plus rapidement et pouvoir tester, itérer et fixer des bugs un peu rapidement. Et au bout d'un moment, en fait, ils ont besoin de performance, donc ils sont passés au C++. Ils ont traduit un petit peu leur blueprint en C++. Après, il y a des logiques un peu plus haut niveau qu'ils ont laissé en blueprint, mais la plupart des trucs un peu qui avaient besoin de performance sont passés en C++. Et en fait, euh, ça, c'est un des problèmes du visual scripting, c'est qu'en général, c'est un peu moins performant. Et des fois, on a beaucoup besoin de performance. Un petit exemple, les tarés de la performance, c'est FFmpeg, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une librairie qui permet de compresser des vidéos. Eux, ils codent en assembleur aussi, encore aujourd'hui, je ne savais pas que ça existait. Et ils ont réussi à un moment, en développant un truc en assembleur, à avoir un performance boost de 94 fois. Je ne sais pas de quoi ils parlent exactement, mais c'est impressionnant quand même, il faut retenir. Bref, le truc c'est que la performance, est-ce que nous, qui faisons du JavaScript, on en a vraiment besoin? Bah, pas vraiment en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le dev où tu as vraiment besoin de genre, faire un map ou un set ou un array alors que tu vas trier genre une liste de 10 éléments. Franchement, on s'en fout, tu vois. Tu vas gagner peut-être 0,001 millisecondes. Euh, et c'est pas. En fait, nous le but, quand on fait du dev, c'est en général avoir du code propre pour pouvoir le maintenir. Que la page, elle mette 1 milliseconde ou 2 millisecondes à s'afficher à l'écran, on s'en fout.
là où dans le jeu vidéo, tu veux avoir un gros framerate par seconde, beaucoup d'images par seconde et plein de calculs par seconde du coup. Cela dit, il y a des cas où le JavaScript est plus rapide que le C++. À votre avis, pourquoi est-ce que ce mec qui a fait un test s'est rendu compte que le JavaScript était 4 fois plus rapide que le C++? Quelqu'un a une idée? Et bah, il s'est planté d'unité en fait. Le temps pour le C c'était en microsecondes alors que le JavaScript est en millisecondes. Donc vraiment le C++ c'est 250 fois plus rapide que le JavaScript dans ce cas précis. Bref, on n'a pas vraiment besoin des performances du C++. Et il y en a qui sont allés encore plus loin. Ils se sont dit, bah, en fait, on n'a pas du tout besoin de performance. Donc en fait, autant faire des trucs un peu dégueulasses, tant que c'est rapide et que ça marche, let's go. Et c'est les gens qui se font du no-code. Je vais vous présenter deux petits outils là. Le premier s'appelle Make, ça permet de faire des automatisations, un petit peu comme vous feriez des crons par exemple, ou alors genre une route back-end qui attend genre d'être appelée et va exécuter des trucs. Donc là, ça envoie des mails et ça fait des trucs avec Airtable. Le deuxième s'appelle Bubble, c'est pour créer des web apps complètes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des éléments de manière visuelle et voir un petit peu ce que ça donne. On peut même créer des bases de données, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais le problème, c'est qu'ils sont allés un petit peu trop loin. Il y a quelques petits problèmes. Par exemple, le prix. Bubble, pour 400 balles par mois, vous n'avez même pas le plan gratuit de Vercel. Donc ça fait un peu mal au portefeuille. Il y a un truc, je crois, genre un demi-million d'opérations basiques sur Vercel. Le plan gratuit, je crois que vous avez 1 million d'appels à une edge function. Make, pour 10 € par mois, vous avez 10 000 opérations unitaires. C'est ça comme une ligne de code, sans variable et sans log. Et ça, c'est juste le prix. En termes de performance, j'ai entendu des histoires, genre des gens qui ont développé des trucs sur Bubble sans faire trop gaffe à la performance. Dès qu'il y avait plus de 5 personnes sur le site, ça prenait 5 secondes à charger chaque page. En fait, en plus, ce qu'ils font, faut pas le dire trop fort, mais ils font les calculs du back dans le front. C'est pas hyper safe, mais bon. Moi, je me suis dit, il y a un truc, tu vois, c'est-à-dire que on va un petit peu vers la simplification du code, c'est-à-dire on fait plus d'assembleur. Encore heureux. On pourrait peut-être aller plus loin en enlevant un petit peu plus de code sur certains trucs, mais c'est pas la peine d'aller trop loin comme ça. Ça, en fait, aucun dev va l'utiliser parce que genre, il va dire ok, pourquoi est-ce que je paierais 20 balles par mois pour un truc que je fais en 2 minutes en JavaScript et je le déploie sur Vercel et voilà, tu vois. Pareil pour Bubble, 400 balles par mois alors que je peux avoir un truc gratos, unlikely que je vais le faire. Et du coup, je vais vous introduire un petit peu au chapitre 2, un petit peu. Comment est-ce qu'on fait un framework JavaScript sans JavaScript? Le but, c'est de récupérer tout ce que les devs peuvent faire, mais sans clavier, sans code, quand même avec un clavier. Donc les gens ils vont me dire putain encore un framework et tout. En fait non. En fait le but c'est pas de recréer un framework. Le but ça va être de prendre ce qui marche sur les frameworks en code et d'essayer de rajouter une interface visuelle par-dessus. Moi, je me suis basé sur Vue, mais globalement, vous pouvez imaginer Svelte, React, Angular, ce que vous voulez. C'est les mêmes. C'est pas vraiment les mêmes. Vue est un peu mieux que le reste. Mais il y a les mêmes fonctionnalités de réactivité. Vous allez faire des composants que vous allez réutiliser à certains endroits. Et moi, mon but, ça va être de wrapper tout ça visuellement. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, ouais, petite intro vite fait sur Vue, pour ceux qui ne connaissent pas. Vue a une syntaxe SFC, c'est Single File Component, on met tout dans le même fichier. Ici, c'est ce qu'on appelle le template, ça va être notre HTML. Ici, ça va être notre script, donc les fonctionnalités réactives qui vont être par rapport à ce composant. Et du CSS. Sur React, on va plutôt faire un CSS à part, enfin ça dépend, il y a plein de trucs. D'ailleurs, React, en général, on mixe un petit peu le HTML et le JavaScript. Vue sépare un peu toutes ces trois choses. Et donc là, dans ce cas précis, si je reviens vite fait, bon, ça ne fait pas grand-chose, mais en gros, j'ai une propriété qui s'appelle name et j'ai un computed qui va être une variable réactive, c'est-à-dire une variable qui va se recalculer en fonction des variables qui changent à l'intérieur. Donc là, si... je vais éviter de me casser la gueule. Si prop.name change, on recalcule isLongName. Bon, et on utilise des variables CSS parce qu'on n'est pas des animaux. Et voilà. Donc,
On va commencer par le HTML. Le HTML, c'est un truc un peu simple, des blocs juste pour faire architecture, on n'a pas besoin de style. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur mon éditeur. Donc je vais sortir un petit peu d'ici. Ça, si j'étais un mec consciencieux, je l'aurais préparé. Je vais supprimer ça et ça, et je vais créer un nouveau composant. Voilà. Donc alors, comment je vais créer des divs, en fait? C'est juste ici, c'est-à-dire que, je vais peut-être zoomer un tout petit peu. Un bloc, en fait, ça peut être un div, ou ça peut être un peu ce qu'on veut. Genre, par défaut, c'est un div, mais à l'intérieur, je peux dire, je sais pas, c'est un header, par exemple. Et dedans, je peux pouvoir mettre du texte, par exemple, et taper mon texte. Hello world. Si je veux mettre un truc en gras, ça va être du markdown un petit peu basique, donc je vais mettre étoile, étoile. Et si je vais en preview, bon, mon truc, c'est vraiment un strong. Pas très intéressant, vous allez me dire. C'est déjà des trucs qui existent partout. Je ne sais pas s'il y en a qui ont utilisé peut-être, même Elementor, je crois qu'ils font ça, mais Webflow, ils font ça. Webflow, c'est un outil no-code qui est pas mal utilisé pour faire des landing pages, si vous avez déjà entendu parler. Et un peu plus que des landing pages, mais voilà. Donc voilà pour le HTML. Ensuite, le style. Le style, en fait, pareil. Sauf que, en général, comment on fait en HTML? Soit on utilise des classes et on va appliquer cette classe à l'élément, soit la méthode un petit peu à la mode, ceux qui utilisent Tailwind connaissent, on met directement le style dans l'élément et ça marche aussi. Ça se rapproche presque de Tailwind en fait. Je clique sur mon bloc et là, je peux rajouter un style. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter comme style? Allez, une petite couleur. Donc, je peux mettre une couleur hard-codée, mais comme j'ai dit, on est des gens bien, on utilise des variables CSS. Et donc là, j'ai toutes mes variables CSS qui sont disponibles. Pareil pour la taille. J'ai aussi mes tokens qui sont déjà disponibles. Et en fait, j'ai un peu toutes les variables CSS que vous pouvez imaginer. J'ai même du spacing. Là, on va mettre un petit padding juste pour le fun. Et on le voit un petit peu s'afficher comme ça. Et si je mets un margin, on voit les couleurs que vous avez peut-être l'habitude de voir dans les outils de développeurs. Mais tout ça, en fait, c'est toujours pas très intéressant parce que c'est toujours ce que fait déjà Webflow, etc. Pas grand-chose de nouveau. Mais là, ça va devenir intéressant. Comment est-ce qu'on fait du JavaScript visuellement? Un des gros avantages des frameworks JavaScript, c'est la réactivité. C'est genre de pouvoir changer une variable et voir que ça impacte plein d'autres trucs, mais genre instantanément. Alors, je vais vous montrer comment moi, j'ai fait pour répliquer un petit peu ça. Par exemple, ici, en vue, j'ai une ref, c'est-à-dire une variable qui va être réactive. Là, je l'ai bindée à un input. Et donc, dès que je la change ici, elle va changer ici aussi. Je vous montre comment je fais ça. Je vais supprimer toutes mes merdes. Dans mon composant, je vais créer une variable ici de type string. Je vais appeler ça name. Et ça, c'est automatiquement réactif. Si je rajoute un input, ici j'ai mon modèle et je peux assigner la variable que je veux. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une sorte de TypeScript. J'ai dit que c'était une variable de type string et un input, c'est un string. Donc je peux mettre que je peux binder uniquement des variables de type string. Et je vais mettre un petit placeholder. Alors les propriétés, elles sont disponibles ici. Donc là, je vais mettre par exemple un name. Et en dessous, je vais mettre un custom text, hello. Et dans le même style que les concaténations que vous avez en TypeScript, ça va être des brackets, hello name. Et là, c'est good. C'est pas good parce que j'ai pas lié cette variable name. Donc cette variable, soit je peux la hardcoder, ça serait une constante. Genre si je fais hello fry, ça me met hello fry, sauf que moi je voudrais un truc réactif. Donc je vais utiliser ma variable name qui est déjà bindée à mon input. Et là, si je tape hello Hugo, j'ai un update en temps réel du contenu. C'est cool tout ça, mais on n'a toujours pas fait de JavaScript là. Alors je vais vous montrer
comment est-ce que j'ai fait le JavaScript? Parce que ça, c'est vraiment le truc intéressant. Permettre aux gens de faire tout ce qu'on peut faire en algorithmie, mais sans code. Je vous ai parlé tout à l'heure de Blueprint, qui est la techno utilisée par l'Unreal Engine. Et en fait, je me suis dit, putain, c'est trop stylé ce truc, il faut que je le fasse pour le web. Du coup, je me suis un peu basé là-dessus. Et voilà à quoi ça ressemble. Je vais créer un bloc manual play. C'est juste pour exécuter quelque chose dans mon navigateur. Et en fait, j'ai un gros lien blanc, et ce lien blanc, ça va être le fil d'exécution. Genre, si je mets un log, et je tape hello, ce qui va se passer, quand je vais cliquer ici, c'est que je vais suivre le lien blanc, et ça va exécuter le log. Donc si je fais play, j'ai mon log. Maintenant, si je veux faire des opérations dans les variables, en fait, là, je peux faire tout ce que vous pouvez faire en JavaScript. Toutes les fonctions que vous pouvez imaginer. On va faire vite fait des maths. Je peux mettre genre un plus, et là, je vais mettre un modulo. Et je sais pas, 240 modulo 6, je sais pas ce que ça fait. Est-ce que ça fait 0? Ça fait 0, on va mettre modulo 8. Merde, ça fait toujours 0. Ok, modulo 7. Ok, ça fait 2. Comme vous pouvez voir, je peux afficher en temps réel directement le résultat des variables. Donc ça me permet de débugger à tous les endroits du code en même temps. Et je peux loguer ça ici. Donc là, c'est 22. Et donc, j'ai bien 22. Et ça, on peut le pousser beaucoup plus loin. En fait, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et je vais vous montrer comment faire un petit computed en JavaScript. Ici, je vais rajouter une valeur computed de type string. Et je vais appeler ça last name. Name. Je vais supprimer tout ce que j'ai fait avant. Et là, du coup, mon last name, on va pas trop se faire chier. On va prendre la variable name qu'on a créée tout à l'heure. Par exemple, je vais mettre James Bond. Et là, je vois que c'est James Bond. Comme ça, je peux débugger un petit peu en même temps pour voir ce que ça fait. Je vais split par espace. Donc split, c'est une fonction JavaScript. D'ailleurs, j'ai un peu pompé certaines documentations là. Là, il y a toute la documentation que vous avez dans le MDN, mais chut, ne le dites pas trop fort. Mais en fait, ça, c'est vraiment la fonction split de JavaScript, quoi. Vous avez même l'optional input limit, par exemple, ce qui limite le nombre de splits que vous voulez faire. Mais bon, on ne va pas l'utiliser pour l'instant. Donc, je mets un split par espace, et là, du coup, j'ai deux éléments dans mon tableau. Là, j'ai créé le rêve de tous les développeurs JavaScript, la fonction last. Je n'ai pas besoin de faire array length -1. Cela dit, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a la fonction at en JavaScript qui permet de faire at-1 et récupérer le dernier élément d'une liste. Peut-être que vous avez appris un truc. Et du coup, là, je récupère le dernier élément. Et là, j'ai mon last name. Et du coup, on va faire un truc marrant. On va faire my name is last name name. Et là, du coup, j'ai ma propriété last name que je vais link à... pardon? Ah oui. Last name. Et là, du coup, en temps réel, si je tape James, bon, bah, ça fait un peu bizarre. Mais si je rajoute Bond, j'ai bien le last name et ensuite le nom en entier. Donc voilà un petit peu la base de la base de la base de comment est-ce que j'ai fait la logique de manière visuelle. Mais en fait, à partir de ces blocs, on peut aller vachement plus loin. En fait, je vais vous montrer par exemple très rapidement comment on pourrait faire une route. Je viens de voir que du coup il y a un bug visuel sur Chrome qu'il faudra que je règle. Mais une route, en fait, je vais dire bah, mon body, je veux qu'il ait un attribut, je sais pas, name, et mon output, je veux que ce soit un booléen. Alors les couleurs, c'est les types. Le jaune, c'est une string, le vert, c'est un nombre, le rouge, c'est des booléens. Et là, en fait, je peux écrire la logique que je veux, et ça va me faire une route. Je peux même me mettre, genre si c'est un post ou un get, tout ce que vous voulez. J'ai l'équivalent des types TypeScript. Je peux rajouter un type que je vais pouvoir utiliser ailleurs. Genre par exemple mon type, je sais pas, ça va être user. Je vais dire que c'est un objet qui a comme propriété un name. Et vous savez quoi? On peut dire qu'il a des enfants. Et ces enfants, c'est un tableau de type user. Vous avez vu, il n'y a même pas de boucle infinie là-dedans. Et du coup, voilà, on peut aller très très loin comme ça. Et je me suis dit que le problème, c'était que c'était compliqué à apprendre. En vrai, c'était chiant ça. Je vous ai montré ça assez rapidement. Peut-être que vous avez suivi parce que vous êtes des développeurs excellents.
je le sais. Mais pour les gens qui ne savent pas faire de code, c'est un peu chaud. Et du coup, je me suis dit, bon, comment est-ce que je fais? Est-ce que j'écris une documentation chiante que personne ne va lire? Non. Je me suis dit que j'allais faire comme un jeu. C'est-à-dire, j'ai une sorte de map avec des niveaux où les gens ils peuvent apprendre progressivement à utiliser l'éditeur. Je vais vous montrer genre un niveau tout bête, par exemple, ça c'est le premier niveau. En fait, j'aurais vraiment dû faire ma démo sur Firefox. Ça c'est le premier niveau. Et j'ai une petite boîte qui se balade pour dire un petit peu quels sont chaque élément. Et des fois, j'attends certaines actions. Bon, le premier niveau, c'est pas très compliqué. En fait, je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas capté que pour ouvrir un fichier, il fallait double-cliquer, qu'ils étaient un peu bloqués. Le premier truc qu'il faut faire, c'est ouvrir le fichier en double-cliquant dessus. Si je double-clique, ça passe à l'étape suivante et ça m'explique un petit peu tout ça. Et je me suis aussi basé sur Advent of Code, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est des espèces de puzzles algorithmiques qui font tous les ans. Genre, il y en a, ils aiment bien ouvrir des chocolats, il y en a qui aiment bien se faire chier pendant 2 heures à résoudre des problèmes algorithmiques. J'en fais partie. Et du coup, j'ai des petits trucs comme ça où on a des petits exercices où il faut utiliser certains trucs pour pouvoir avoir le bon résultat. Et si on a bon, ça marche. Si on a bon, ça marche pas. Enfin, si on a pas bon, ça marche pas. Genre là, ça ne marche pas. Et mais du coup, voilà un petit peu comment j'ai fait l'aspect visuel de, au final, tout ce qu'on peut faire avec un framework JavaScript. Et je me suis dit que, comme vous êtes des devs, je n'allais pas vous laisser sur votre faim et j'allais vous montrer un petit peu les entrailles de comment ça marche tout ça là. Ah oui, du coup, la documentation. Quelle documentation? Personne n'a envie de lire la documentation. Comment est-ce qu'on fait fonctionner un truc pareil? Et du coup, j'ai encore un peu de temps en vrai. Je vais vous parler d'abord de comment est-ce que je fais fonctionner la réactivité de vue, qui est en fait genre un peu plus compliqué que ce qu'on peut penser. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les proxys JavaScript? Levez la main ceux qui connaissent. Bon, c'est bien parce que je vais faire un petit rappel. Un proxy, en fait, c'est un objet qui va nous permettre d'intercepter ces appels les appels à ces propriétés et les modifications de ces propriétés. Je vous montrer rapidement, ça c'est vraiment très bête. Je crée un proxy. À l'intérieur, il y a une variable qui s'appelle myStuff. En gros, c'est un petit peu la mémoire du proxy, ce qui est à l'intérieur de votre objet. Et là, get, c'est en fait ce qu'on appelle un trap. C'est genre à chaque fois que quelqu'un va vouloir accéder à une propriété, en fait, on va appeler cette fonction. Et on va pouvoir renvoyer quelque chose. Là, je renvoie rien, donc ça va être undefined à chaque fois, mais on pourrait renvoyer quelque chose. Et set, c'est exactement pareil, c'est quand on veut set une propriété. Donc je vous montre ce que ça donne. Là, j'appelle test. En fait, je veux avoir la variable test de mon objet WordThing. Donc non seulement ça ne me renvoie rien parce que j'ai rien renvoyé, mais en plus ça me log ma target et ma propre. Donc là, j'ai la propre test parce que je fais WordThing.test. Et là, c'est un autre exemple. Si j'essaie de set, donc je fais warning.test égale hello, et ça me log la target, la propre, mais aussi la valeur que j'essaie de set. Et là c'est le début des trucs un peu dégueux. Genre, on peut vraiment faire des trucs chelous avec ça. Donc je me suis dit, je vais vous montrer un petit exemple à la con que j'ai fait. Comment faire une base de données de façon dégueulasse. À l'intérieur, j'ai my size et ma data dans la base de données. Et alors, quand je get une propriété de type size, ça me renvoie la size de ma base de données. Sinon, ça me renvoie genre ce qu'il y a dans la base de données dans le data avec la propriété propre. Et quand je set un nouveau truc, si la prop c'est new, je vais rajouter un truc dans la base de données, je vais augmenter la size. Sinon, je renvoie false. Alors false, ça veut dire que genre mon set c'est pas bien passé. Je crois que ça va se trouver une erreur, je suis pas sûr. Et donc, je peux avoir une base de données qui ressemble à ça. C'est-à-dire que chez full-db.size, ça vaut 0. Ensuite, je fais .new de plein de trucs que j'assigne. Ça n'a aucun sens, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ensuite, quand je regarde la size, c'est 4. Et le deuxième élément de ma DB, c'est, comme on commence à partir de 0, c'est CityLight. Et donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu dans quel délire c'est un petit peu les proxys. Quand vous commencez à faire des proxys, en général, c'est que vous faites des trucs chelous. Et là, on va faire des trucs chelous. Alors,
Ça, c'est la réactivité de vue. Alors, ça existe aussi dans React, ça s'est appelé useEffect. Je crois que dans Svelte, il y a un autre nom, etc. Voilà comment ça se passe. Je vais créer ma variable name en utilisant ref, ça veut dire que c'est une variable réactive de JavaScript. Je fais un watch effect. Donc, en fait, ce truc-là, ce que ça va faire, c'est que ça va réexécuter cette fonction à chaque fois qu'une de ces variables internes va changer. Donc ça va s'exécuter une fois, ça va me faire hello undefined, enfin non, hello vide parce que c'est une string vide. Et là, quand je vais faire name.value égale Hugo, comme j'update ma value, ça va réexécuter cette fonction. Est-ce que vous avez une idée de comment ça marche, ça? Il y a un proxy, forcément. J'en parlais avant, il y en a qui suivent, c'est bien. En fait, comment ça marche? C'est que on va set une variable globale qui s'appelle isWatching à false et un current effect à une fonction qui fait rien. Et quand on va appeler watchEffect, on va mettre isWatching à true et le current effect, ça va être une fonction qui exécute le watchEffect que je suis en train d'exécuter. Et ensuite, on trigger l'effect. Donc, je vous rappelle le watchEffect, la fonction là, c'est juste un console log. Donc, on exécute l'effect et ensuite on met le isWatching à false. Bon, il y a 15 000 autres trucs pour les edge cases, mais j'ai simplifié. Et du coup, le moment que vous attendiez tous, celui où on utilise le proxy, c'est pour le ref. Alors, c'est un peu chelou, mais vous inquiétez pas, on va y aller pas à pas. Donc, je vous rappelle, il y a le isWatching j'avance un petit peu trop là. Il y a le isWatching à false, mais il est à true dans le watchEffect. Et le current effect qui est l'exécution du watchEffect. Donc par défaut, dans mon proxy, la mémoire que je vais lui mettre, c'est genre sa valeur initiale et un tableau vide de dépendance, de depth. Et quand je récupère la variable value, je vais renvoyer sa valeur. Hein. Mais si on est en watching, c'est-à-dire si on est à l'intérieur d'un watchEffect, je vais rajouter le current effect, la fonction qui retrigger le watchEffect, dans les dépendances. Et donc, ça va me permettre d'enregistrer le fait que je vais exécuter ce watchEffect quand ma variable va changer. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait ici. C'est-à-dire que, genre, pour chaque dépendance, on exécute tous les effets qui ont été watchés. Et alors, le problème de ça, il y a plein de problèmes à ça. Le gros problème de ça, c'est que ça ne fonctionne pas en asynchrone. En fait, ça fonctionne un par un, parce qu'on utilise des variables globales. Pourquoi on utilise des variables globales? En fait, le JS ne permet pas de savoir dans quel stack on est. C'est-à-dire que si on exécute un watchEffect qui est des await et tout, et un autre watchEffect en même temps, en fait, la variable ne peut pas savoir de quel watchEffect elle dépend. Parce qu'on ne peut pas savoir dans quel stack on est. Quand j'appelle une fonction, je ne peux pas savoir depuis quelle autre fonction elle est appelée. Je ne peux pas savoir si elle est appelée dans le scope d'une certaine fonction. Et c'est pour ça qu'on utilise des variables globales et qu'on interdit l'asynchrone. C'est-à-dire que si vous faites du Vue ou du React, tout ce que vous voulez, si vous mettez un await quelque part, on perd le tracking de tout ce qui est après le await. Parce que si on gardait le tracking, ça voudrait dire qu'on bloquerait le thread jusqu'à la fin du watchEffect. Et si jamais ce watchEffect dépend de lui-même d'une façon ou d'une autre, ou qu'il y ait des trucs chelous dans votre application, eh ben ça va bugger. Le problème, c'est que moi je m'en fous. Je veux avoir de l'asynchrone pour une raison très particulière. Les blocs que vous avez vus qui s'exécutent, en fait, c'est des proxys et ils sont tous asynchrones parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, il y a un fetch et du coup, il faut le wait. Si ça se trouve, il n'y a pas de fetch et j'en sais rien. Tu vois. Mais le but, c'est d'abstraire ça et que l'utilisateur ne se fasse pas trop chier. Donc, par défaut, tout est asynchrone. Et du coup, je veux que mon computed, il marche dans ces cas-là. Le computed que vous avez vu tout à l'heure. Là. Et je veux garder la dépendance. Et du coup, j'ai dû réimplémenter un petit peu la réactivité. Mais du coup, comment je fais dans le cas où je vous ai dit où y a deux trucs qui s'exécutent en même temps? Je ne peux pas exécuter les deux en même temps parce que sinon je vais avoir des dépendances qui s'entrecroisent, ça va être un peu chelou. Donc on peut utiliser un mutex. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un mutex. Un mutex, c'est un lock, parfois on appelle ça. Comment ça va se passer? C'est que je vais dire, vas-y, là je fais un truc, je lock. Donc si je retourne ici et que je suis lock, ça va attendre. Par défaut, on va dire que c'est pas lock, donc ça va passer. Je vais faire mon truc. En attendant, il y a un autre truc qui va start watcher, mais du coup, ça sera lock. Il va rester bloqué là. Et la deuxième itération, quand elle aura fini, elle va sunlock. Et du coup, lui, il pourra passer à l'étape suivante. Donc ça, on peut se dire que c'est une bonne solution.
C'est en général ce qui est utilisé par exemple dans les back-ends quand on fait des opérations sur la base de données. Imaginons par exemple un truc tout bête, on récupère si l'email est déjà inscrit quand l'utilisateur s'inscrit, et si ce n'est pas inscrit, eh ben, on le crée. Le problème c'est que s'il appuie 2 fois très vite, bah, on passe les 2 premières étapes et ensuite on crée dans un thread et on crée dans l'autre aussi parce qu'il a déjà passé la première étape de vérification de l'adresse email et là on a 2 comptes utilisateurs avec la même adresse email. Faites ça dans vos backends, c'est bien. Le problème de faire un truc comme ça, c'est que on peut arriver à un deadlock. Si genre entre mon start watching et mon stop watching, je retrigger un start watching, il va rester bloqué indéfiniment ici. Donc comment j'ai fait ma petite solution maison? Des fois, il faut faire des trucs un petit peu dégueulasses pour que ça marche. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que si on est déjà en train de watcher, on va réessayer toutes les 10 millisecondes. Parce que 10 millisecondes, quand même, il y a le temps que le truc se termine, tu vois. Et si au bout de 2 secondes et demie, c'est toujours pas terminé, il y a probablement un deadlock quelque part, le mec il a dû faire un peu de la merde, ou son compute dépend d'un autre compute qui dépend de lui-même, et on se rend une petite erreur, genre, histoire de ne pas cracher tout l'éditeur. Et ensuite, on met notre isWatching à true et ça commence à watcher. Donc ça, voilà, c'était une des premières façons de régler un des problèmes de vue. Et je voulais vous parler d'un dernier truc. Ouais, j'ai encore un tout petit peu de temps. La performance et pourquoi le typage statique est important. En fait, tout ce que vous avez vu tout à l'heure dans l'éditeur de Visual Scripting, ça génère un gros JSON et à un moment, il faut convertir en code. Et en fait, comment ça marche à l'intérieur, c'est qu'en fait, ça convertit tout ça en vue. Et après, j'utilise Vite pour convertir tout ça en JavaScript et pour que ce soit compilé. Mais il y a une étape où ça convertit du gros JSON un peu chelou en code. Mais j'ai un petit problème et je vais vous montrer un peu pourquoi. Voilà la fonction que j'ai écrite. C'est tout bête. J'ai une fonction qui fait de la merde et j'ai une grosse boucle for qui exécute la première fonction. Donc ça, j'ai fait un petit benchmark. Ça s'exécute 290 000 fois par seconde. Mon PC n'est pas dégueu. Hein. Et du coup, à votre avis, si j'écris ça là, vous voyez, il y a une petite différence. Ici, j'ai rajouté un A5 et ici, j'ai rajouté un await. À votre avis, j'ai combien d'opérations par seconde à peu près? Moins. Combien? La moitié. 100 fois moins. En fait, le await, c'est très coûteux. Mais normal, j'ai envie de dire, il y a des promesses et ça rajoute des trucs. Je vous explique juste après un peu comment ça marche. À votre avis, si je fais ça là, c'est-à-dire que ma fonction elle n'est pas asynchrone, mais j'écris quand même await. À votre avis, combien d'opérations par seconde? Par rapport au cas où il n'y a ni l'un ni l'autre, et le cas où il y a A5 et await. Là, il y a juste await. C'est comme le premier? Oh, putain, ça serait tellement bien. Ah non, c'est 6000 opérations par seconde, à peine plus rapide. En fait, c'est un tout petit peu mieux. En fait, comment ça se passe, c'est que quand on crée un await, quand on utilise le mot-clé await, ça va créer une promesse de toute manière. Même si ça, c'est pas une promesse, on s'en fout, ça va le remplir dans une promesse. Et ça va dire au CPU, s'il te plaît, fais-moi ça quand tu as le temps. En général, quand vous dites ça à quelqu'un, s'il te plaît, fais-moi ça quand tu as le temps, il ne va pas le faire tout de suite. Et là, oui, c'est ce qui se passe. En fait, il se dit, bon, tranquille, j'ai un peu le temps. Et c'est comme si vous faites, je ne sais pas si vous avez déjà testé les set timeout 0. Set timeout 1000, par exemple, ça va exécuter un truc dans 1 seconde. Set timeout 0, on s'attend à ce que ça exécute tout de suite. Non, en fait, ça l'exécute quand il a le temps, le processeur, et en général, c'est quelques millisecondes plus tard. Donc ça, là, on n'en veut pas. Et le problème, c'est que moi, comment je fais pour savoir quand mes opérations, elles sont await, enfin, elles sont A5 ou pas? En fait, voilà comment je fais pour créer des fonctions. Je termine rapidement. J'ai un utilitaire build.function qui va me créer une sorte de wrapper et quand je voudrais le générer en code, je rajoute un point to code et ça me génère du code. Donc ce que je faisais, c'est qu'ici je marque A5 et true. Comme je ne sais pas si les fonctions sont A5 ou pas, je les mets tout à true et puis voilà.
Et là, c'est comment est-ce que j'appelle ma fonction. Donc pareil, j'ai un build.caller et j'ai un await que je mets à true. Et du coup, comment est-ce que je fais pour que ce soit un peu plus smart que ça et que ça vire tous les A5 là où ça n'en a pas besoin et tous les await là où il n'y en a pas besoin. Ça a l'air pas si compliqué que ça en fait. On peut juste regarder si à l'intérieur de la fonction il y a un await. S'il y a un await, on dit que c'est une A5, sinon bah non. Le problème c'est que on va avoir tout un tas de problèmes si cette fonction appelle une autre fonction qui n'est pas encore générée ou si cette fonction elle s'appelle récursivement. En fait, genre, on ne sait pas s'il y a un await ou pas à l'intérieur tant qu'on n'a pas calculé les autres fonctions. Et en plus, ça gère. Enfin, c'est juste pour savoir si on rajoute A5 sur la fonction. Pour l'appel de cette fonction, on ne sait pas si on met await ou pas. Et donc, la manière dont j'ai fait, c'est que j'ai une sorte de cache où je vais mettre toutes mes fonctions sans les compiler. Et au dernier moment, ce que je fais, c'est que quand je veux savoir si un truc est await ou pas, j'utilise un getAwait. Je ne sais pas si vous connaissez cette syntaxe. En fait, c'est la propriété. C'est comme si j'écrivais un objet dont la propriété await valait quelque chose, mais en fait, au moment où j'accède à cette propriété, en fait, ça exécute une fonction. Donc, c'est-à-dire que mon await, il n'est pas calculé jusqu'à ce que j'en ai besoin. Et quand j'en ai besoin, je regarde du coup si la fonction elle est à 5 ou pas. Et du coup, à l'intérieur des fonctions, si j'ai un caller, et du coup, ça va regarder si la fonction de base elle est à 5 ou pas. Je rajoute un cache pour que le code il ne se régénère pas à chaque fois. Mais j'ai juste rajouté ça, voilà. C'est un proxy, forcément. J'aime ça. J'aime me faire du mal. Et on va juste regarder si la fonction elle commence par A5 ou export A5. Et si c'est le cas, on va mettre un await, sinon on ne met rien. Et ça m'a permis de multiplier mes performances par 50, si vous avez bien retenu tout à l'heure. Il y avait des await, pas de A5. Maintenant, j'ai ni le await ni le A5. Et du coup, en fait, ça me donne des performances natives natives. Des performances excellentes quand vous exportez quelque chose depuis Luna Park. Ça génère le code que, peut-être pas que vous auriez codé, mais du code suffisamment propre pour être exécuté super rapidement, là où la plupart des autres outils no-code, justement, ils ont 15 000 await, ils ont 15 000 await et des deadlocks et des trucs synchrones qui sont hyper lents, justement pour avoir appelé ce problème. Et c'est pour ça que l'intérêt de Luna Park, c'est que ça génère du code aussi performant que si vous le codiez sur Vue directement. Donc voilà, je termine la présentation un petit peu là-dessus. Si vous avez envie d'essayer Luna Park, c'est sur luna-park.app, ça ne marchera pas sur votre portable. Si vous avez des questions, soit sur comment est-ce qu'on utilise Luna Park, soit sur comment j'ai fait tel ou tel truc chelou dans Luna Park, n'hésitez pas, je suis là toute la soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant la technicité et puis aussi les parties visuelles. J'ai même pas encore essayé. J'avais vu sur les réseaux les petits jeux, les petits exercices. Mais ouais, je vous invite vraiment à essayer. C'est vraiment intéressant. Et donc s'il y avait des questions, n'hésitez pas. Moi j'en aurais peut-être une, mais j'entends peut-être une du public. Une. Alors on n'a pas vu la partie export ensuite de notre application. Ouais. Ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donne une fois qu'on exporte. À quel point on peut le réutiliser, l'embarquer. Est-ce que c'est vraiment un standalone? Est-ce que ça dépend de librairie? Alors, peut-être que je te montrerai ça juste après, parce que c'est peut-être un peu plus chiant à montrer. Mais en fait, comment ça se passe? Je vais vous montrer peut-être un truc à la con là. J'ai fait cette application pour mon anniversaire, c'est un truc de... c'est une sorte de questionnaire pour que mes invités ils apprennent à se connaître entre eux. Il y a plusieurs façons d'exporter. La façon la plus simple, c'est je compile. Et bon là, elle est déjà compilée, donc c'est instantané. Et ça me le host directement sur Luna Park. Le deuxième option, c'est avec Vercel. Je clique sur Deploy et ça va me créer une instance Vercel. Et j'ai mon deploy name. S'il reste le même, ça va être des nouvelles versions sur Vercel. On va pouvoir les déployer si elles marchent bien ou pas.
Et la dernière option, c'est de télécharger, enfin la dernière option, en fait il y a plusieurs options encore, soit le source code, donc en fait c'est ce qui va générer le vu, et s'il y a un back-end, il va y avoir un back-end Fastify, s'il y a une base de données, ça va être une base de données SQLite. Ça va générer tous les fichiers que vous auriez dans un projet NPM, et il faudra faire pnpm install, pnpm run build pour build ça. Sinon, vous avez le code exporté, donc ça c'est le code compilé, et il y a un utilitaire dedans qui lance c'est un petit script bash avec un menu un peu stylé pour lancer un serveur de dev ou alors lancer un serveur persistant avec PM2. Et on peut aussi exporter une version portable ou un installeur. Donc une version portable, ça va être un .exe qu'on va pouvoir lancer. Et un installeur, ça va être un .msi qu'on va pouvoir installer sur son ordinateur. Et bientôt, on pourra aussi exporter sur mobile. Donc il y a le choix.